Le 27 mai 1610, le pauvre François Ravaillac était écartelé en place de Grève. Terrible supplice, supplice de dissolution du corps. Eh bien, je vais parler d'un écartèlement de notre humanité, de cette identité fragile de notre humanité, avec cette question de plus en plus prégnante, qui est l'homme ? De Jacques Attali aux deux précédents papes, cette question retentit depuis maintenant des années. Jacques Attali, comment permettre à l'humanité de définir et de protéger le sanctuaire de son identité ? Benoît XVI qui dit la question sociale est radicalement devenue anthropologique. Tout se résume à la question qui sommes-nous ? Et puis son successeur, le pape François, dans Laudato Si, qui dit il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. L'homme est comme écartelé entre 4 idéologies pratiques, c'est-à-dire qui s'expriment concrètement dans nos vies, et que j'ai fait figurer le technologisme, l'antispécisme d'un côté, et de l'autre côté, le malthusianisme et l'eugénisme. Je vais les traiter 2 par 2 en insistant surtout sur les 2 premières, et puis dans le prolongement aussi de ce que Olivier Véret nous a offert. Nous sommes d'abord comme pris en tenaille, en tant que homo sapiens, entre les robots et les animaux. Le technologisme, c'est cette idolâtrie de la technique qui est vue comme sauveuse de l'humanité. On vient de le voir. Et cette concurrence homme-machine s'exprime dans les lieux les plus, on pourrait dire, sacrés de notre identité, c'est-à-dire la relation. Nous avons déjà évoqué le fantasme de la gestation extracorporelle, de l'utérus artificiel. Voilà qu'une machine donnerait la vie à la place de l'enceinte maternelle. Les relations sexuelles elles-mêmes sont comme maintenant remises en question par l'invité que j'ai découvert quand je suis allé débattre chez Hanouna. C'était un robot sexuel, l'invité de minuit, que j'ai croisé alors que la maquilleuse avait toutes les peines du monde à maquiller correctement cette poupée sexuelle qui était censée singer l'amour. De même, les relations affectives. Vous savez sans doute que dans certains pays, au Japon en particulier, on essaye de témoigner de l'affection aux personnes âgées que nous abandonnons dans des lieux où nous n'avons pas le temps ou le loisir d'être présentes auprès d'elles. Des robots qui disent qu'elles les aiment, qui essaient de les rassurer, etc. Voilà, l'affection est externalisée dans des machines. Et puis, et surtout peut-être, nos bien-aimés smartphones et nos bien-aimés réseaux asociaux dont nous venons d'entendre parler implicitement, qui sont des lieux, nous le savons bien, qui peuvent sauver des vies, bien sûr, mais qui sont aussi des lieux de dépendance, d'aliénation, d'anesthésie peut-être du moi, avec la question « qui commande ?» Et pour prolonger ce qu'a dit Olivier Véret, je voudrais citer 3 spécialistes. L'ancien philosophe de Google, Tristan Harris, qui nous dit que le téléphone est cette petite chose qui rentre toujours en compétition avec le réel et qui gagne. Qui nous dit que c'est une sorte de drogue qui nous change de l'intérieur, qui fait qu'on devient de moins en moins patient, et surtout que dès que c'est ennuyeux, on y retourne, c'est un cercle vicieux, avec cette fausse impression de liberté. Nous croyons poser des choix libres, alors que nous posons les choix que des entreprises veulent que nous fassions. Ensuite, les deux des cofondateurs de Facebook ont fait leur mea culpa d'une certaine façon. Sean Parker d'abord, qui avoue, je le cite, « Notre idéologie, c'était d'utiliser le plus de votre temps, de votre attention possible. On va vous donner un petit shoot de dopamine de temps en temps. Ce besoin de reconnaissance sociale, c'est exactement ce que nous avons créé pour exploiter la faiblesse de la psychologie humaine. » L'autre co-initiateur, Chamath Palihapitiya, dit son sentiment de culpabilité, je le cite, « Nous avons créé des outils qui ont détruit le tissu social et le fonctionnement de la société. » Il y a donc de quoi faire une sorte d'état d'alerte. Et j'ai lu cet été l'essai de Paul Virilio, un urbaniste qui est justement mort cet été et qui avait écrit en 2005 « L'accident originel ». La thèse de Paul Virilio, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération de nos vies, c'est de dire que dès qu'il y a une innovation technologique, elle invente en même temps l'accident qui va avec. Inventer l'avion, c'est inventer le crash aérien, c'est inéluctable. Inventer le nucléaire, je ne prends pas position pour ou contre, mais c'est inéluctablement Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima. Mieux vaut le savoir. Et il nous dit, annonçons avec la puissance technologique l'accident qui va avec, et il pronostique ou craint
ce qu'il appelle l'Hiroshima cellulaire, où la bombe génétique ravagerait cette fois la forme même de l'homme. Tout est en place, écrit Paul Virilio, pour le grand accident du livre de la vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, nous avons eu raison à Alliance Vita d'ouvrir à Paris, ça a fait un peu scandale, une boutique éphémère de la procréation au printemps dernier pour montrer les conséquences de ce qu'on nous concocte avec les lois bioéthiques sur la procréation médicalement assistée, le marché mondialisé ou étatisé de la procréation. Si nous n'annonçons pas les conséquences des dispositions qu'on risque de voter, on les vote aveuglement en réponse à un désir sans voir la gravité des conséquences. J'ai parlé de technologisme. Et voilà une autre idéologie pratique, l'antispécisme, qui semble presque aux antipodes, cette confusion entre l'homme et l'animal. Le mot antispéciste a été inventé par un philosophe utilitariste australien, Peter Singer, qui a écrit en 1975 « La libération animale ». Singer estime que tous les êtres sensibles doivent être traités à égalité, qu'il n'y a pas donc de droit supérieur de l'humanité par rapport au reste des animaux. Leurs intérêts sont à prendre en compte de façon égale. Et il estime aussi que végétarisme et véganisme sont des devoirs moraux, des obligations morales. Et paradoxalement, ça l'a conduit à remettre en cause plusieurs des interdits fondateurs de notre commune humanité. Celui du meurtre, il tolère jusqu'à l'infanticide. Et l'interdit de la zoophilie aussi, qu'il conteste aussi. Alors je vais vous montrer, pour illustrer cette confusion, quelques images, 5 images successives que je vais commenter. L'une fait écho à donc un groupe de musique qui a publié cette image pour inviter à ses concerts. Une image qui entretient la confusion, peut-être 3 des 4 confusions que j'essaie de montrer ce soir. J'ai évoqué celle entre l'homme et la machine. Là, on voit une confusion entre l'homme et l'animal. Une confusion peut-être entre l'homme et la femme, peut-être aussi une confusion entre les générations. Voilà, ça me permet d'appuyer sur les 4 différences, homme-machine, homme-animal, être humain, sexe masculin et féminin, et différences entre les générations. Il n'a pas forcément cette intention, mais ça renvoie à ce que disait Valérie Boulanger à propos de Braque. Vous vous souvenez, c'est l'éclatement qui se transforme ensuite en unité. Eh bien, voilà, le mouvement artistique préfigure beaucoup de choses et c'est important de regarder de près la façon dont les graphistes agissent aujourd'hui. Deuxième image, eh bien, c'est logique, lorsque on confond l'homme et l'animal, eh bien, on peut envier certains droits des animaux. Et vous voyez qu'ici, dans une manifestation de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, pour l'euthanasie, une personne dit qu'elle envie son chien, parce que justement, l'euthanasie est réservée aux animaux et pas aux êtres humains. Ben voilà qu'un être humain peut envier la réalité qu'on prend pitié de son chien, effectivement, mais nous sommes des êtres spirituels, c'est différent. Troisièmement, nous ont été infligées dans les gares, il n'y a pas si longtemps, ces publicités de l'association PETA, qui est une association animaliste, antispéciste, et qui affirmait, faisait parler une poule et un veau. Hein, je suis quelqu'un, ne me mangez pas. Voilà, l'anthropomorphisme qui s'affiche, et donc ça veut dire qu'au fond, celui qui mange du cochon ou du veau ou de la poule est une sorte de meurtrier. On voit un peu plus loin dans le métro parisien, ça m'a étonné, moi qui suis pêcheur à la ligne, de voir qu'une association animaliste demande l'interdiction formelle de toute pêche à la ligne, le fameux street fishing que certains font dans la Seine, tout en relâchant leur proie d'ailleurs, hein, leur prise. Donc voilà, interdiction de la pêche parce que le poisson souffre et veut vivre. Alors, il ne faut pas s'étonner que lorsque les leaders du mouvement vegan assimilent une bétaillère à une déportation et un abattoir à un camp de concentration génocidaire, eh bien qu'on en arrive pour certains d'aller jusqu'au bout de la logique, hein, et avec des fromageries, des boucheries, des restaurants qui sont attaqués, et signaux faibles à prendre en compte avec attention. Une forme de transposition de la lutte des classes s'opère. J'ai noté que Geoffroy de Lagasnerie, qui est un intellectuel de gauche radical, a retweeté le 20 décembre 2018 faire la révolution antispéciste en émancipant la classe opprimée par un vrai projet social. Une transposition de la lutte des classes entre, cette fois, l'homme et l'animal. 3 remarques sur ces sujets. D'abord, il y a une collusion très nette entre le technologisme et l'antispécisme. Par exemple, PETA, que je viens de citer, soutient les recherches de viande in vitro, de production de viande sans animal. Sachant, vous avez peut-être vu que le premier steak ayant la couleur, le goût, l'aspect, la texture de la viande, mais sans aucun animal, est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Donc recherche pour shunter en fait la vie animale pour nourrir l'homme.
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Deuxième remarque, je pense que nous devons nous interroger sur ce qui a déjà été évoqué. La toute-puissance technologique a pu nous couper de la relation avec l'animal, relation que les éleveurs, c'est ce que décrit Jocelyne Porcher dans son livre « Vivre avec les animaux ». Elle montre que les éleveurs avaient une relation d'amitié, de soutien, de soins réciproques, et évidemment qu'ils l'autorisaient ensuite en tant qu'être humain à procéder à la mise à mort d'un animal. Alors qu'à partir de la révolution industrielle, les théoriciens ont considéré que l'animal était une machine. André Sanson, en 1907, qui était un spécialiste de la zootechnique, écrit « Les animaux domestiques sont des machines », dans l'acception la plus rigoureuse, telle que l'admettent la mécanique et l'industrie. Pour lui, un cheval, c'était comme une locomotive. On peut s'interroger sur cette mécanisation de l'animal dans l'idée qui aboutit à celle de l'homme aussi. Quand j'ai débattu avec Laurent Alexandre de transhumanisme, il a affirmé à un moment « Nous créerons l'âme dans le silicium », comme si nous n'étions qu'une machine qui est donc dépassable. L'homme est un animal, mais pas comme les autres. L'animal n'est pas un homme. Ni l'un ni l'autre ne sont des machines. Et alors, qu'est-ce qui distingue l'humanité? Je vous propose 3 médailles: dignité, souveraineté, responsabilité, sur le reste de la création notamment. Et un premier antidote, j'en aurai 3 dans mon exposé, se rapprocher de la nature, cohabiter avec les animaux, pour vraiment y exercer notre responsabilité. Alors, plus brièvement, je vais vous exposer des petites réflexions sur les 2 autres idéologies pratiques, le malthusianisme et l'eugénisme, qui attaque l'homme sur sa quantité avec le malthusianisme et qui conteste, qui lui fait passer une épreuve de qualité pour l'eugénisme. Le malthusianisme, vous savez, c'est une pensée d'un économiste, Malthus, qui a considéré que la fin début du 19e siècle, on considérait que le caractère exponentiel de la croissance démographique allait se heurter au caractère bien plus limité des ressources. Il a été largement démenti jusqu'à maintenant, mais il y a déjà eu des dégâts considérables d'une pensée malthusienne. On peut penser par exemple à la pyramide démographique de la Chine, qui a une forme de toupie avec un déficit de 40 millions de femmes du fait de la politique de l'enfant unique. Mais enfin, on est revenu un petit peu là-dessus, mais c'est repris aujourd'hui par le mouvement écologiste. Et je vous montre juste une image qui a fait scandale. L'agence France-Presse a voulu la démentir, mais vous voyez que sur cette image, on s'interrogeait comment réduire son empreinte carbone. Voilà. Et la seule façon de parvenir, c'est le message qui est là, parce que vous voyez qu'il y a une petite fracture en tout en bas dans la dernière ligne. Hein. Si vous vous abstenez de voiture, c'est 2,3, mais si vous avez un enfant en moins, c'est 60. Voilà. Et donc, on voit jusqu'où va la pensée malthusienne aujourd'hui, néo-malthusienne, avec parfois des stérilisations volontaires de certains hommes pour la planète, pour sauver la planète. Dans le grand débat qui a commencé, on voit déjà des mouvements écologistes qui demandent de limiter les allocations familiales, de tout faire pour limiter la population, y compris des pays vieillissants, voire suicidaires, comme certains pays occidentaux. Sur l'eugénisme, je serai aussi bref, mais parce que Blanche l'a très bien, magnifiquement traité la dernière fois, mais je voudrais évoquer 3 collusions qui montrent que ces idéologies pratiques retentissent les unes sur les autres. L'eugénisme entre en collusion, en résonance avec le malthusianisme. C'est évident. Malthus disait que c'était les indigents qui ne devaient pas se reproduire, qu'il fallait empêcher les pauvres d'avoir des enfants. Et les stérilisations massives dans les pays en voie de développement attestent ce lien entre eugénisme et malthusianisme. Collusion avec le technologisme aussi. Je citerai une citation terrible de Francis Crick, l'extraordinaire co-découvreur de la structure de l'ADN. Je cite « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Fin de citation. René Friedman a une posture aussi, le co-auteur entre guillemets de Amandine, premier bébé éprouvette français, explique quand il peut effacer l'image d'un embryon porteur d'un handicap, pouvoir effacer cette image, c'est comme dire « lève-toi et marche ». Voilà une posture de sauveur, une posture messianique par l'effacement des personnes porteuses de handicap. Collusion enfin avec l'antispécisme, car Peter Singer était favorable à ce qu'on puisse supprimer des nouveau-nés porteurs de handicap en 2021, parce que, selon lui, les grands singes, à la naissance, avaient un QI supérieur. Et donc, cet eugénisme se fait au détriment des êtres humains et au profit de certains animaux. Deuxième antidote, se rapprocher des plus fragiles. Et pour s'offrir, au fond, de faire preuve d'humanité.
Et je voudrais vous offrir l'image qui vient un peu en écho à la dernière que je vous avais offerte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité avec la mère et l'enfant, l'enceinte maternelle. Voilà un père et un fils. Michel Petrucciani, grand pianiste de jazz, qui a dit à propos de son fils, « Refuser sa maladie serait comme me refuser moi-même ». On voit Alexandre sur les bras, sur les genoux de Michel. Et Michel Petrucciani avait écrit cette phrase que vous voyez en anglais, je la traduis parfois, « Je pense que quelqu'un là-haut m'a préservé, m'a sauvé d'être ordinaire ». Phrase que nous pouvons tous prononcer, nous qui sommes tous les plus belles fleurs de la biodiversité, mais qu'il peut prononcer avec la force de sa fragilité, de sa vulnérabilité, et aussi son génie de pianiste de jazz. Troisième antidote, s'ouvrir à la transcendance. Vous voyez, pour lutter contre les quatre idéologies corrélées, technologisme, antispécisme, malthusianisme, eugénisme, se rapprocher de la nature pour y cohabiter avec elle et y exercer notre souveraineté, notre responsabilité, se rapprocher des plus fragiles pour faire preuve d'humanité, et puis créer des refuges anthropologiques où nous vivons cette expérience d'être pleinement humain, ouvert à la transcendance. Je vous remercie.